Eh bien, bonjour, les fédérations, services à la personne, réunions et rendez-vous une fois tous les 6 mois. On en a eu un en décembre, c'est avec plaisir qu'on se retrouve 6 mois après. Il y a pas mal de choses qui se sont passées entre-temps. Il est l'heure de déjeuner, un 12-13, un déjeuner avec les fédérations, donc on peut sortir les sandwichs. Les fédérations des services à la personne passent à table pendant 1 heure. On va faire le point avec vous sur la crise Covid, bien évidemment, avec la FESP, représentée ici par Antoine Grézeau, la FEDESAP, représentée par Franck Nataf, et le CINERPA Domicile, représenté par Daphna Mouchnik et Nicolas Urtiger. Bonjour à toutes, à toi, et bonjour à vous. Comment allez-vous pour ce déjeuner? On a faim. Ça va? Non, plutôt bien. Heureuse d'être avec vous. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On est toujours aussi détendu, mais sérieux, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. On va d'ailleurs commencer avec Nicolas. Moi, Nicolas, je t'ai demandé, parce que c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel, d'essayer de nous faire un peu une rétrospective des services à la personne, hein, tout ce qui s'est passé depuis 96, et puis les différentes grandes phases de construction de services à la personne. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire l'historien des SAP, s'il te plaît, Nicolas? Et puis, bien évidemment, vous pouvez présenter à chaque fois que vous intervenez en introduction chacune de vos structures. Oui, merci Jérôme, merci de nous avoir conviés, et merci pour cette petite session des fédés qui passent à table. Donc effectivement, quand on a fait notre briefing préparatoire, on s'était dit que… alors moi, j'ai pas démarré en 96, hein, j'ai démarré à titre personnel en 2007, mais on s'était dit que je me chargerais de retracer un petit peu les 20-25 dernières années d'évolution du secteur, notamment des services à la personne. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé avec Senior Company, et à l'époque, je n'étais pas encore très investi dans les fédérations, l'offre privée n'avait, selon les études, on disait c'est 5 à 10% de part de marché. Et il y avait eu une timide ouverture sur la partie MAD au privé en 96, puisque avant on était sur des activités qui relevaient essentiellement du secteur non marchand. Les premiers entrants acteurs privés de la domicile sont arrivés sur le marché donc fin des années 90. Il y a eu quelques créations d'entreprises en 2003, suite à la tragique canicule de l'été 2003 qui avait fait pas loin de 15 000 morts. Et alors après, il y a surtout eu une grosse vague de création d'entreprises entre 2005 et 2010, à partir de la mise en place du plan Borloo, qui a donc bien dynamisé l'offre privée. Et j'ai moi-même fait partie de cette vague de création d'entreprises en 2007. Et on était donc 5 à 10% de part de marché. Aujourd'hui, selon les études, c'est 40 à 50% de part de marché privé au niveau national. Donc, ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a une demande qui explose. Globalement, c'est quasiment plus 5 à 10% de croissance annuelle sur ce marché des services à la personne depuis 20 ans. Et là, de 2020 à 2035, on va avoir tous les baby boomers qui arrivent à l'âge de l'indépendance. Donc, la croissance et l'évolution de la demande va encore s'accélérer. Mais ce qui est un petit peu plus méconnu du grand public, ce qu'on met moins en avant, c'est qu'en plus, il y a une privatisation du secteur qui s'est intensifiée. C'est-à-dire que 96, ouverture du marché, à 2006, le privé passe de, en gros, 0 à 5% de part de marché. 2006-2007, à 2020, le privé passe de 5% à plus de 40%, voire même plus de 50% sur certaines zones comme l'Île-de-France ou PACA ou les agglos. Donc, c'est plutôt positif et encourageant pour les opérateurs privés que nous sommes. Et puis par ailleurs, il y a aussi une évolution culturelle. Moi, je me souviens que quand on a démarré, et je pense qu'on est plusieurs, Daphna aussi, Franck aussi, on a démarré maintenant il y a quasiment 15 ans, on était quand même un petit peu des pestiférés, les vilains capitalistes qui allaient se faire du fric sur le dos des plus fragiles et sur le dos de la déconfiture du secteur public. C'est pas bien ça, hein? Ah, c'est pas bien, on est des gros vilains. Mais ça a évolué plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que on est, je pense, tous, au bout de 10, 15, 20 ans pour certains, on a quand même tous la fibre sociale et on se conçoit tous comme des acteurs d'utilité sociale qui répondent à une mission d'intérêt général. Donc oui,
il y a un modèle économique, mais voilà, on a un petit peu, je pense, redoré progressivement, et à notre humble niveau, on y a contribué. On a redoré le blason de l'offre privée, puisque d'autant qu'on est quand même sur des modèles économiques un peu contraints. Oui, il y a un modèle économique, mais c'est pas non plus le Pérou. Donc, ce qui nous anime au quotidien, c'est quand même l'innovation et l'entrepreneuriat social avant tout, plus qu'autre chose. Donc ça, il y a en termes de part de marché et en termes d'image, il y a eu une évolution quand même extrêmement favorable. Alors après, le secteur privé, de mon point de vue, à partir de 2010, a quand même commencé à se concentrer et poursuit aussi un petit peu cette phase de consolidation de l'offre privée, parce qu'il y a un moment donné, on était arrivé à une hyper-atomisation de l'offre privée avec peut-être un surnombre d'opérateurs. Et donc, il y a des rapprochements, fusions, rachats qui se font et qui se poursuivent depuis une dizaine d'années. Donc, on va vers effectivement un secteur avec alors l'offre publique ou associative qui elle aussi évolue et pour certains se renouvelle, mais pour beaucoup ça a été compliqué, puisqu'en 20 ans, il y a eu la digitalisation de l'offre du secteur et aussi des attentes des consommateurs d'une offre plus digitalisée, plus dans l'air du temps. Donc, pour des structures qui n'étaient pas outillées, ça a été compliqué. Il y a eu l'ouverture à la concurrence. Elle était sur un marché captif avec quasiment pas de pression concurrentielle. Donc, le privé est venu quand même dynamiser l'offre et la concurrence. Et puis, avec pour beaucoup de structures aussi, on va dire historiques, une pression budgétaire, des moyens beaucoup plus contraints des pouvoirs publics qui ne peuvent plus continuer à subventionner de la même manière, ou qui ont en tout cas à minima des exigences de productivité et de contrôle d'effectivité et de qualité accrue. Donc, pour le consommateur et pour le payeur principalement public, ça a été plutôt une bonne chose. Mais bon, voilà, pour des structures qui n'ont pas su se réinventer, ça a été un peu plus compliqué. Donc, on arrive, enfin, je laisserai après la parole à mes confrères et aux autres fédérations. Je pense qu'on arrive un petit peu à la croisée des chemins. Et ce qui est hyper enthousiasmant, c'est qu'on arrive à des sujets qui vont devenir encore plus challenging. La crise. Alors, moi, je suis entrepreneur, donc j'essaie toujours de positiver. C'est vrai qu'on a eu une année un peu galère, mais j'ai passé un an à dire je me plains pas. Moi, j'ai mon voisin du dessus qui est patron de bar étudiant, donc je le voyais tous les matins. Je me disais bon, finalement, je suis pas si malheureux que ça. Mais la crise sanitaire, et qui a été particulièrement impactante pour le sanitaire et le médico-social, n'a fait que mettre en lumière et mettre en exergue tous les dysfonctionnements et toutes les tares et tous les manquements, défauts de coordination, problématiques de cloisonnement du sanitaire, du social, manque de moyens. Donc, effectivement, au moins, la crise aura mis en valeur nos métiers et mis en exergue nos besoins. Alors, nous on n'a pas attendu la crise. Enfin, ça fait des années qu'on réclame et qu'on demande et qu'on demande à participer aussi. On n'est pas dans une logique juste à demander plus. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a un rôle à jouer assez majeur dans l'amélioration de l'offre, dans l'amélioration de la coordo, la liaison hôpital, ville, domicile, fluidifier les sorties d'hospice, les retours à domicile. Enfin, on pense qu'on peut y contribuer et aider et voilà, pas juste être là pour faire du fric, hein, comme dirait l'autre, mais vraiment pour contribuer au bien commun. Voilà, je vais peut-être laisser la parole aux autres, hein, parce que comme je suis un passionné, si je me laisse écouter, ça peut durer des heures. Et on a un temps quand même un petit peu contraint. Je ne vais pas accaparer tout le temps de parole. Bon, on a quand même une bonne heure devant nous. Mais donc, alors 96, l'ère des pionniers, 2003, canicule, 2005, bébé Borloo. C'est le baby boom Borloo quelque part, hein, parce qu'il y a vraiment une multitude de structures. 2010, 2020, ça se reconcentre un peu. Il y a du repli parce qu'il y avait un petit peu de surnombre. Depuis 2020, une vraie augmentation de la demande qu'on voit arriver avec l'arrivée des baby boomers, notamment en retraite. On constate, si je résume un peu tes propos, que le privé en 2020 se concentre après s'être très très clairement atomisé. Et puis 2020-2030, c'est entre guillemets
le baby-boom de la partie dépendance, perte d'autonomie qui arrive. Donc, on constate vraiment une grosse demande et on va revenir avec Franck sur tout ça. Mais avant, un point peut-être supplémentaire. Bon, c'était entre guillemets facile de se lancer quand on est un pionnier, hein, ça c'est classique de l'océan bleu. Il y avait des aides au niveau Borloo et aujourd'hui, Nicolas, tu m'expliquais que les nouveaux entrants, c'est un peu compliqué. On n'a pas le même capital à mettre sur la table si on veut se lancer sur le secteur en 96 et en 2021. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette logique de barrière à l'entrée qui évolue et qui se complexifie, elle est évidemment liée à la structuration d'un secteur, à la consolidation d'une offre. On est assez nombreux à avoir démarré dans les années 2000 avec relativement peu de moyens. Moi, à titre personnel, j'ai commencé avec un prêt étudiant, avec des emprunts bancaires, des prêts d'honneur. Aujourd'hui, ce serait impossible et la plupart des nouveaux entrants qui sont arrivés sur le secteur ces dernières années ont levé des fonds, ont investi des sommes qui pour certains se chiffrent en millions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour arriver sur ce marché, à moins qu'on ait une offre extrêmement différenciante, extrêmement différente et innovante, c'est compliqué. Donc il y a une demande qui évolue, mais il y a aussi des exigences, ce que j'évoquais précédemment, tant des financeurs que du législateur, que du consommateur qui évoluent. Et d'un point de vue entrepreneurial, le time to market, il n'est pas forcément opportun. Alors après, il y a la franchise, c'est-à-dire que créer, mais dans le cadre d'un système où on est fédéré, où on a un ensemble de moyens qui sont mis à disposition, c'est encore autre chose. Mais je parle de vraiment quand on part de zéro, from scratch, d'une feuille blanche, comme j'ai pu le faire et mes confrères, consoeurs ont pu le faire aussi il y a 15 ans. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Les cahiers des charges administratifs se sont un petit peu durcis et alors, il y avait déjà des barrières à l'entrée quand on a démarré, faut pas croire. Et il y a toujours des barrières à l'entrée que je qualifierais un petit peu de cachées. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai commencé, on se rendait pas compte des barrières commerciales. C'est que il y a une bonne partie de mon activité qui se fait par réseaux locaux. Et en fait, j'ai appris par la force des choses et en perdant un peu d'argent au début que oui, il y a des barrières à l'entrée institutionnelles, commerciales, un peu tacites, un peu déguisées et qui existent et qui perdurent toujours. Mais effectivement, aujourd'hui, alors je dirais, c'est l'entrepreneur que je suis trouve dommage ce qui peut être considéré comme une sorte d'entrave à la libre entreprise. Après, le professionnel que je suis se dit si ça peut contribuer à améliorer l'offre et la qualité de service, c'est pas plus mal aussi qu'on mette un peu plus de barrières à l'entrée parce que il fut une période où n'importe qui pouvait se lancer et ça a pu produire des effets délétères. Le Far West. Si je peux me permettre, il manque une date importante, c'est 2015. En 2015, il y a eu la loi ASV, si je peux me permettre, qui a fait basculer tout le monde dans le régime de l'autorisation. Et donc, du coup, le département a pris la main. On est tous devenus des services médico-sociaux. Donc, moi, j'ai trouvé ça super qu'il y ait comme ça, qu'on ait des règles communes à partir du moment où on intervenait auprès d'un public fragile. Mais du coup, on est tombé dans la logique du département qui est, depuis toujours, d'administrer son territoire et de se dire, là, il y a suffisamment d'offres. Pourquoi autoriser de nouveaux services? Et donc, on n'est plus du tout dans une logique de liberté d'entreprendre. Et là, c'est un vrai choc des cultures. Alors, moi, je rejoins assez Nicolas, c'est que c'est bien alors moi, je suis heureuse qu'on dépende tous des mêmes règles et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et en même temps, comment garder cette liberté d'entreprendre qui a apporté tellement au secteur, quoi. Donc voilà, c'était juste une toute petite parenthèse, pardon. Merci Daphna. Alors, on va s'intéresser au futur, on va faire un peu de prospective avec Franck Nataf qui va nous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, rapidement la FEDESAP. Et puis, Franck, on t'écoute peut-être. Je t'ai demandé un peu de réfléchir sur ta vision du futur. Là, on a vu le passé, on a vu le présent. Et demain, ça sera comment les services à la personne? Alors bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous.
Dans un instant, je vais me prêter à une petite expérience très simple et je pense que vous allez tous comprendre ce que pourraient être les SaaS de demain et les enjeux vitaux qui sont les nôtres, et aussi un peu ceux des acteurs de la silver economy par voie de conséquence, car tout bêtement, nos destins sont intimement liés. Ce qui est très important derrière tout ce que je vais vous raconter, et ce qu'il faut retenir au bout du compte, c'est que nos métiers sont à un tournant historique. Historique, soit l'État se montre à la hauteur des enjeux et donne aux SAD les moyens de l'être aussi, à savoir, en fait, la solution d'avenir que demandent 85% des Français pour leur vieux jour, sans oublier évidemment les familles touchées par le handicap. Concrètement, soit l'État comprend qu'il doit créer un Big Bang en passant par un tarif socle national de l'APA et de la PCH à 30 € par heure, et alors, le meilleur devient possible, soit il ne comprend pas, il reste dans une posture rétrograde, et on rate tous une occasion en or d'aller vers une vraie société inclusive. Le futur se joue là, maintenant, et dans les mois qui viennent, pour tous les acteurs du secteur. La petite expérience dont je vous parlais, et qui va permettre de tout comprendre, la voici. Avec un tarif socle à 30 € par heure en APA et en PCH, voici ce qu'on peut faire. 1. Assurer des services de base auprès des personnes accompagnées. Mettre en place des formations de pointe. Et, surtout, former nos collaborateurs. Rémunérer nos collaborateurs à la hauteur de leur compétences. Mettre en place des formations de pointe. De pointe, pardon, merci. Et leur offrir, rémunérer nos collaborateurs à hauteur du service qu'ils apportent et leur offrir des possibilités d'évolution. Innover en intégrant par exemple du numérique et des mix produits-services, aussi bien par exemple dans le cadre d'habitat inclusif que dans le cadre de la prestation en elle-même. Coordonner l'intégralité de l'accompagnement d'une personne, de son parcours, ce qui est absolument essentiel. Voilà tout ce qu'on peut mettre dans 30 € par heure. À 20 €, la formation, on oublie. La rémunération, c'est injouable parce que tout bêtement, mathématiquement, ça ne tient pas. L'innovation, impossible. Coordination, même pas en rêve. Il nous reste quoi? Il nous reste juste, en gros, le service de base. Donc, je vous envoie quelqu'un à votre domicile. Bref, si on ne passe pas à 30 €, on dévitalise totalement la filière. Si j'osais être un peu extrême, on pourrait dire qu'à très court terme, elle est condamnée. Aujourd'hui, on est un métier plus que pas valorisé, donc c'est relativement simple de l'anoblir. Comment? Tout ce qu'on fait de manière quasi bénévole, la coordination. Faire des SAD un guichet unique pour guider dans les aspects généraux de la vie. Petit exemple. Chez OxyLife, donc du coup mon entreprise, on a eu un appel il n'y a pas très longtemps d'une personne en situation de handicap, puisqu'on travaille principalement sur ce public-là, qui nous demandait de lui trouver un hôtel qui accepte des lits médicalisés. Là, évidemment, cette famille-là, elle avait cherché sur Internet, elle avait cherché des solutions. Si elle en vient à se tourner vers un SAD pour lui trouver cette solution-là, c'est bien qu'en effet, on ait une vraie porte d'entrée pour la vie quotidienne des gens qu'on accompagne. Sur la partie salaire, il faut qu'on mette à niveau les salaires sur des niveaux normaux de salaire. Quand on compare le niveau de rémunération de nos salariés, qui sont en gros à 90% entre le SMIC et plus 5% par rapport au SMIC, avec la valeur ajoutée qu'ils apportent, on est très loin du compte. On devrait être, et effectivement, avec 30 € par heure, on pourrait se positionner entre 15 à 20% au-dessus du SMIC. Très facilement. Et là, on aurait effectivement des professionnels qui seraient tels qu'on l'attend, c'est-à-dire bien formés, avec des diplômes meilleurs. Donc, je parlais de formation de pointe tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, les diplômes du secteur, ils amènent sur un BEP, un CAP. Si on arrive à construire un bac, si on arrive à construire le reste des parcours pour amener les gens sur des niveaux d'intervention avec de l'expertise,
pas uniquement proposer le schéma classique qui est je suis auxiliaire de vie, je deviens responsable de secteur et après responsable d'agence. Ça commence à déjà fonctionner. Vraiment, j'ai des auxiliaires de vie expertes qui, pourquoi pas, ne seraient à des niveaux bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Évidemment, on aurait des professionnels qui seraient en mesure de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Des professionnels plus compétents, puisque aujourd'hui, ce que nous disent les familles, c'est vous avez des gens qui sont absolument dévoués, qui sont engagés dans leur métier, qui font leur métier le mieux qu'ils peuvent, voilà. Mais il leur manque encore un certain nombre de compétences. Et ce n'est pas du tout pour discriminer discriminer nos salariés. C'est pas un élément négatif par rapport à nos salariés. Au contraire, c'est de dire on a des choses à construire pour les porter encore plus haut et pour que le service qu'on leur apporte, il soit à la hauteur des attentes des bénéficiaires. Ensuite, il nous faut, au sein des SAD, des professionnels de la coordination des services, ce qu'on appelle maintenant des care managers, qui est un dispositif qui existe déjà très largement dans les pays du Nord, aux États-Unis, voilà. Et pour faire quoi? Typiquement, pour faire l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, je veux partir en vacances, je suis en situation de handicap, j'ai besoin de solutions, de mobilité, j'ai besoin de matériel médical, d'aide technique, de soins. Voilà. Et ben, j'ai un professionnel unique vers lequel je peux me tourner, voilà, et qui est en capacité de résoudre tous mes problèmes. Si j'ai bien compris, on veut une société inclusive. En tout cas, c'est ce qu'on entend à longueur de discours ministériels. Je pense qu'on a à peu près tous entendu la même chose. Alors, si on est capable de prendre un peu de hauteur et de se donner des moyens, on y arrivera, on gagnera, c'est sûr. Et tout le monde, usagers, bénéficiaires, clients, salariés, organismes, sera gagnant. Si on reste concentré strictement sur la compensation des gestes qu'une personne ne peut pas ou ne peut plus faire, ce sera un échec historique. Comme je vous le disais, on est à un tournant historique. C'est quoi le gap? 30 € par heure, c'est une demande? Oui. Aujourd'hui, c'est combien pour les Aujourd'hui, on est à 20 et encore même pas à 20 partout. Il y a des départements où on est même pas à 17. Donc en effet, il faut ce Big Bang. Il faut qu'on arrive à se projeter sur quelque chose d'ambitieux qui permette tout bêtement d'arriver à résoudre cette équation. J'ai une question de Michael Overbury que je salue au passage. Justement, elle revient sur les formations en demandant est-ce qu'il y a des formations qui vont être possibles pour les dirigeants sur les retombées de cette pandémie au niveau de l'actualisation des DU, de leur formation, qu'on puisse un petit peu aller jusque dans les formations pour redistribuer, entre guillemets, tout ce qu'on a appris de cette pandémie. Et puis, elle indique également qu'il y a eu des demandes de prise en charge de bénéficiaires ayant eu le Covid et de retour chez eux. Est-ce qu'on peut formaliser une procédure d'intervention pour ces demandes? Donc, effectivement, il y a une vraie demande au-delà du métier de base tel que tu l'expliquais, qui est de dire nous, on a aussi besoin d'être formés parce que demain, c'est de plus en plus un métier de spécialiste. Ça a toujours été la logique de la FEDESAP, de commencer, d'ailleurs, au démarrage, les toutes premières formations qui ont été montées par la FEDESAP, elles étaient focusées sur les dirigeants. Parce que le constat qu'il y avait, pour faire la liaison d'ailleurs avec ce qu'a dit Nicolas, c'était pendant la phase, entre guillemets, d'Eldorado des services à la personne post-plan Borloo, voilà, évidemment, dans un Eldorado, tout un chacun prend sa pelle et son baluchon et va aller chercher sa mine. Donc, tout un chacun, ça veut dire y compris des gens qui n'ont pas de formation de base pour être dirigeants d'entreprise. Et donc, derrière, c'est aussi ça qui amène parfois à des catastrophes économiques. C'est le manque de formation. On a évidemment énormément d'entrepreneurs excellents qui sont autodidactes. Néanmoins, ils avaient des capacités et pour ceux qui avaient des lacunes, ils se sont évidemment formés dessus. Voilà. Donc, du coup, c'était notre responsabilité en tant que fédération, en tant que FEDESAP, d'amener ces dirigeants
à être en capacité de pouvoir répondre à ces attentes. Donc, du coup, on a créé une première formation HEC. Ensuite, comme l'a rappelé Daphna très justement, en 2015, avec la loi SV, bah, du coup, sont venues se rajouter des obligations, en l'occurrence de diplôme niveau Bac+5 sur les dirigeants. Du coup, on a mis en place un partenariat avec Kedge pour proposer ce niveau de diplôme et que nos adhérents puissent se former. Et là, bah, d'ailleurs, on est en promotion avec Nicolas. Hein, on a recréé une autre formation avec HEC, justement pour prendre en compte la montée en gamme d'un certain nombre de structures qui sont en train de structurer des acteurs nationaux et qui ont également besoin de cet accompagnement. Merci Franck. La parole à Antoine Grézeau, à qui je vais demander de réactiver son micro parce que je l'avais. Voilà, je vais le faire. Il suffit juste de cliquer. Non, ce que j'ai demandé. Alors, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on t'entend, Antoine? Un petit test micro, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ça marche très bien. Merci d'être avec nous, Antoine, donc de la FESP, la fédération. Ça veut dire quoi l'acronyme de FESP? Justement, la Fédération des entreprises du service aux particuliers. Des entreprises, j'allais dire service à la personne, des entreprises au service aux particuliers. Vous avez toutes et tous rencontré la ministre récemment. Il y a quelque chose qui a fait quand même grand bruit. Ça se termine par 43. C'est l'avenant 43, c'est ça, qui a fait, je crois que tu voulais quand même un petit peu revenir là-dessus, parce qu'on est, vu de ma fenêtre, on a remis sur le tapis un petit peu la guerre publique, associative, non lucrative, versus les méchants, les merchants du privé que décrivait tout à l'heure Nicolas Urtiger. Toi, tu avais plusieurs points que tu souhaitais mettre en avant par rapport à l'actualité du secteur, dont celui-ci notamment, c'est bien ça? Absolument. Ben, c'est vrai que quand aimablement tu nous as proposé de participer à voilà, cette séquence où on se met à table, c'était un sujet qui était diamant d'actualité. Je fais juste une parenthèse, je veux juste saluer le fait que faire un marathon pendant plus de 3 jours par Zoom, c'est pas simple. Et pour avoir participé à celui d'hier, voilà, je voulais te remercier d'avoir tenu la longueur. Il te reste encore un petit peu à parcourir et bravo pour tout ça. Donc voilà. On enchaîne 3 heures de direct, mais c'est voilà. Amateur. Le petit côté pauvre d'Arvor, comme dirait Franck. Non, j'ai pas, effectivement, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à la fois au récit des 25 ans de l'ouverture du secteur aux entreprises que Nicolas nous a fait, et aussi un peu de prospective et la démonstration que c'est un moment assez important, Franck l'a dit. Donc là, clairement, on est dans le stop ou encore. Mais pire que le stop ou encore, l'enjeu, c'est de savoir si on va de l'avant, c'est le encore, mais le stop est vraiment régressif. Donc, ça veut dire qu'au bout de 25 ans, j'en parlais vraiment parce que je suis assez nouveau dans le secteur, je suis arrivé depuis 18 mois, mais la FESP est une maison qui est vieille de 25 ans. Donc, notre anniversaire, c'est cette année. C'est aussi l'anniversaire du secteur. Donc, tous les combats du secteur ont été d'abord ceux de la FESP, puis la FEDESAP, puis les CRPADOM et d'autres choses. Mais nous, on a traversé tous ces combats-là, ces dangers et ces victoires. Et donc, si on s'arrête ici, ça veut dire que concrètement, on revient, et je note que ce qu'a dit Franck, le caractère régressif de ces décisions, on revient sur l'avant 96. Qu'est-ce qu'on veut pour le secteur sur l'échéance de 2030 et sur le rendez-vous de la dépendance qui est en 2040? Et ça, c'est le premier enjeu qui est important, et je pense que le discours, là, c'est plutôt de l'analyse, mais vraiment, c'est un discours politique qui est que si les décisions qui sont prises actuellement sont des décisions qui peuvent apparaître bonnes, comme l'avenant 43, parce que c'est formidable qu'un certain nombre de salariés puissent être augmentés de 15%, personne à cet écran a dit le contraire, mais si on s'arrête là, c'est clairement une opération, c'est clairement une mesure court-termiste, et si on s'arrête là, cette mesure condamne le virage domiciliaire que tout le monde attend. Nous, les fédérations et les opérateurs, parce que finalement, Franck, Daphna et Nicolas sont d'abord des praticiens, et aussi les bénéficiaires, qui eux-mêmes attendent aussi de pouvoir rester à domicile. Donc, c'est un moment assez important. Et tout ça mérite quand même de l'accompagnement, mérite aussi qu'il y ait un dialogue,
on ne demande pas à être mieux traité que d'autres acteurs, on demande à être traité. Donc, moi, j'observe juste que depuis que, et c'est une bonne nouvelle, que le gouvernement a décidé d'avoir un interlocuteur, un ministre, un membre du gouvernement en charge des questions de dépendance, il a fallu quand même qu'on monte un peu les biscottos pour être reçu il y a 2 semaines. Donc, on a perdu du temps. À la rigueur, ce n'est pas une question d'amour-propre, on a perdu du temps. Et le problème, c'est bien ça, c'est que les décisions qui sont maintenant vont impacter, à la rigueur, j'allais dire, notre secteur, ce n'est pas bien grave, mais surtout la vie des bénéficiaires en 2030 et en 2040. Et on parle d'une fracturation entre les associations et les entreprises, mais nous, on n'a jamais été demandeurs de ça. On considère qu'effectivement, pour les professionnels du domicile salariés des associations, c'est une bonne nouvelle. On n'a jamais été demandeur d'avoir un clivage entre les deux. Ce clivage apparu par ces décisions si elles s'arrêtent là. Alors, c'est vrai que ce que nous dit la ministre, on a pu la voir, c'est que, vous inquiétez pas, il y aura un grand chelem avec la loi Grand Âge Autonomie. C'est une bonne nouvelle, mais là encore, on parle de ce qui va conditionner nos citoyens pendant plus de 20 ans. Et on parle d'environnement, il y a un grand débat, ça se passe au Conseil économique et social et environnemental. Je pense que pour ce débat de comment vont être traités nos concitoyens dans le cadre d'une société vieillissante, mais qui ne sera pas tout le temps dépendante, ça mérite mieux que de revenir au sein de la DGCS dans des réunions par Zoom en plein milieu du mois de juillet ou du mois d'août. S'il faut le faire, on le fera parce qu'on est responsable. Mais ça mérite mieux quand même comme débat et comme base de travail au détour des plages d'été. Donc, moi, l'alerte qu'on donne, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, qu'il faut absolument faire quelque chose d'ambitieux et que pour l'instant, on ne mesure pas l'ambition. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi Grand Âge Autonomie? Je ne sais pas. Donc, incertitude sur son contenu. Quel est le calendrier de cette loi Autonomie? Incertitude aussi sur son calendrier. Donc, et comme on dit, c'est maintenant que ça se décide. La maturité du secteur, si on ouvre la focale du service à la personne et si on la réduit sur ce qui est le sujet, comment on va traiter nos aînés, ça mérite un peu mieux. C'est vraiment des enjeux de société. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une accélération du calendrier. Mais vraiment, il ne faut pas se planter parce qu'il n'y aura pas un devoir de rattrapage après la loi SV qui n'est pas complètement satisfaisante et on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont un peu irritantes. Bon, il y a une loi Grand Âge Autonomie, mais je pense que c'est une mauvaise idée ensuite, dans 2-3 ans, de réouvrir le débat. C'est maintenant que ça se décide. Il faut faire les choses sérieusement. Voilà, c'est un message qui est un peu plus politique parce que c'est vrai que c'est dans les rôles des fédérations, non pas de témoigner du quotidien des praticiens, mais d'alerter les pouvoirs publics. Et je pense que les mesures qui sont portées, c'est pas souvent quand même que les fédérations des entreprises portent des choses ensemble. Les mesures qui sont portées de manière unanime, on s'est mis d'accord, c'est un travail qui est sérieux auprès du gouvernement, sont urgentes. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas attendre la fin de la mandature. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut que l'effet financier de ce qu'on porte soit porté, en tout cas mis en œuvre au 1er janvier 2022, ce qui pose la question de savoir qui va porter la revalorisation de l'APA ou un forfait qualité. Donc, c'est maintenant que les choses se décident. Donc, nous, on est à la disposition de la ministre. Elle nous a reçus, elle nous a dit qu'elle devait faire un groupe de travail sous le week-end. Bon, ça fait 15 jours qu'on l'attend. Donc, maintenant, c'est bien d'avoir des paroles en disant qu'on s'aime, mais maintenant, il faut avoir des preuves d'amour. C'est un peu facile de dire ça, mais on en est à ce stade-là. Des preuves d'amour et vous portez une mesure ensemble par rapport au projet de loi Grand Âge. Vous avez toutes et tous porté une mesure pour les SAP, c'est ça? Oui, tout à fait. On a, donc c'est ce qu'a dit Franck, hein, la nécessité de revaloriser un tarif de référence pour l'APA. Je rappelle juste aussi que l'APA n'est pas un modèle de financement des associations ou des entreprises. C'est une allocation personnalisée à un bénéficiaire qui décide ce qu'il en fait. Donc, encore une fois, c'est une mesure qui s'adresse non pas à des structures qui opèrent dans le domicile, mais à des bénéficiaires qui ensuite choisissent. Donc, associations, entreprises, emploi direct, pourquoi pas? Ce n'est pas le problème, mais il faut laisser le libre choix. Et je pense que, voilà, nous qui représentons des entreprises, le secteur privé, pour nous, c'est important de dire qu'il faut que l'État garantisse ce libre choix pour chacun. Et puis, ce que disait aussi Daphna, c'est que finalement, en termes de politique de solidarité et de prise en charge de dépendance, il n'y a pas une politique nationale. Actuellement, il y en a 100.
C'est formidable parce que finalement, les fédérations, leur travail, c'est plutôt de travailler avec les départements, de faire un peu de prosélytisme ou d'évangélisation sur l'intérêt qu'il peut y avoir des entreprises aux côtés d'associations. Aux côtés, pas à la place, aux côtés d'associations. Mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas complètement se satisfaire qu'il puisse y avoir des territoires, des départements qui sont plutôt cyber-friendly et d'autres qui le sont moins. Donc c'est vrai que globalement, on pense qu'il faut mettre un peu de cohérence et qu'on demande un peu de jacobinisme social ou du jacobinisme d'autonomie parce que cette disparité entre les départements empêche aussi une stabilité réglementaire, empêche une visibilité pour développer, pour que les chefs d'entreprise prennent leurs risques et décident d'aller dans un département parce qu'il y a un besoin. Nous, on a, et je pense que c'est pareil au CINERPA et à la FEDESAP, on a des dirigeants d'entreprise qui ont fait leur place, ont prouvé leur plus-value dans un département, mais ne savent pas si vraiment c'est nécessaire ou si c'est prudent de créer une agence dans le département juste à côté, à 20 km, parce que l'APA n'est pas au même niveau. Et ce qu'il y a, c'est que quand il faut financer tout ça, et qu'on sait que de toute façon, quand il y a un déficit, ce n'est pas récupéré par le département, savoir qu'il y a une telle disparité, ça ne pousse pas non plus à vouloir prendre le risque ou se développer. Et développement, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Comme on le dit régulièrement, on n'a pas des fonds souverains qataris, on n'est pas au CAC 40. Ce n'est pas ça le truc. C'est que l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas pour s'acheter non plus une Porsche ou un yacht. C'est de l'argent qu'on réinvestit pour créer une agence, pour l'innovation. Et tout ça va dans le bon sens. Donc voilà, si vous voulez, il y a un système qui est arrivé au bout de ses limites, qu'il faut réinventer, tout en garantissant la capacité des bénéficiaires à avoir un libre accès et surtout un service minimum en termes de prise en charge de l'autonomie, mais ne pas brider le développement de tout ça. Et quand on parle de silver economy, c'est ça l'enjeu. C'est que ces nouveaux métiers comme le care manager, comme d'autres structures, on parle aussi des résidences services, des résidences seniors, tout ça, ce sont des choses qui vont émerger. Comment on les accompagne? Et là, on a plutôt le sentiment, c'est comment on les bride. Et si le rendez-vous est manqué, à ce moment, on revient en 95. Donc, on est un peu en session coup de gueule et Daphna, c'est aussi dans cet esprit-là que tu voulais intervenir en insistant sur le côté indispensable, pas que des services à la personne, parce que parfois on parle des services à la personne au sens général du terme, mais là, le sujet, c'est les personnes âgées dépendantes. Donc, le côté indispensable des auxiliaires de vie et ces travailleurs sociaux. Alors, avant, si tu me le permets, j'aimerais bien revenir sur ce vous êtes chez vous. Tu as un peu dit. Parce que, en fait, le CINERPA Domicile représente également des adhérents associatifs. On a même une entreprise publique parmi nos adhérents. Mon entreprise à moi est une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, on a un peu tous les statuts parmi nos adhérents. Et en réalité, en fait, ce qui est extrêmement compliqué dans ce que nous traversons aujourd'hui, c'est que c'est le poids de l'histoire dont parlait Nicolas. En fait, en réalité, le sujet, c'est les services qui étaient initialement administrés avant 2005, qui étaient effectivement que des associations. Elles étaient administrées, tarifées, habilitées à être sociales légales. Par exemple, sur Paris, il y en avait une vingtaine. Et il n'était pas possible, il n'aurait pas été possible avant Borloo, où c'était extrêmement périlleux, que de venir s'installer à Paris parce que le département estimait que les besoins étaient couverts. Le plan Borloo et les bébés Borloo que nous sommes ont mis un gros coup de pied dans la ruche, mais il n'y a pas eu que des créations d'entreprises au moment de 2005. Il y a eu aussi énormément d'associations qui se sont créées et qui ne sont pas tarifées, qui ne sont pas plus tarifées que nos entreprises et qui ne sont pas administrées par le département. Avec la loi 2015, on a tous un peu basculé dans le même régime, mais cette histoire d'habilitation et de tarification a perduré dans beaucoup de départements. Et en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que ces vingtaines de... Alors maintenant, à Paris, on est 200 services. Et donc, ces vingtaines d'associations continuent, et c'est tant mieux pour elles à pouvoir... négocier les prix, les tarifs d'intervention. Et nous, en fait, entre guillemets, on a une tarification dite libre. Mais ça aussi, c'est pas très honnête de dire qu'on a une tarification libre parce qu'en réalité, les gens, ils ont une prise en charge qui, comme le disait Franck tout à l'heure, parfois c'est 17 €, parfois c'est 20 €, parfois... Et en fait, on sait très bien que si on pratique des tarifs libres, on creuse un reste à charge qui est parfois insurmontable pour certaines personnes
qui ont pourtant terriblement besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à une juste allocation personnalisée et qu'il faut financer les gens et pas les services. L'histoire de l'avenant 43, c'est fantastique pour 60% des auxiliaires de vie, quoique quand même, je suis assez inquiète parce que pour le moment, il n'y a que 200 millions qui sont fléchés sur les 500 millions nécessaires et les départements qui sont censés prendre le différentiel n'ont pas l'air de vouloir, voilà, ils sont dans une situation financière aussi compliquée, donc c'est pas du tout gagné cette histoire. Donc, mais ça vient financer finalement une masse salariale, alors qu'en réalité, ce qui est intéressant et ce qui est, à mon avis, de la responsabilité des pouvoirs publics, c'est pas de financer une masse salariale, c'est de financer une véritable possibilité pour la population d'avoir le soutien à domicile de qualité dont ils ont besoin. Et donc, revoir effectivement un plancher, une participation à PAP plancher, à PAP et CH plancher, nous, alors donc là, on a été quand même assez raisonnable, on a demandé 23 €. Voilà, 23 €, c'est bien, on est encore en deçà des coûts de revient des services, mais on se dit que pour rattraper le gap, voilà. Et puis, on a réfléchi, on s'est dit, bien sûr qu'il faut tendre vers 30 €, hein, il a raison Franck, mais on s'est dit que si on partait sur un tarif APA de 30 €, les gens qui ont une participation de 50%, là où l'APA est de 20%, ben ça va... de 20 €, ça va, ils vont passer de 10 à 15 € de participation. Donc ça aussi, on l'a réfléchi. Et pour que ça ne repose pas uniquement sur les départements et que ça ne creuse pas davantage le reste à charge, nous, on porte avec force l'idée, l'importance d'un tarif complémentaire qui serait financé par la sécurité sociale de 3,50 € et qui viendrait financer tous les coûts invisibles, indispensables dont on a pu parler sur la transmission, la coordination. Et donc là, ça rejoint le coup de gueule, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais en tout cas, je trouve une absurdité que nous vivons tous les jours. C'est que comme on n'est pas du tout dans les radars de la sécurité sociale, de l'ARS, ça a été d'ailleurs extrêmement compliqué pendant cette crise sanitaire, ça l'a d'autant plus exacerbé, que lorsque une vieille dame, un vieux monsieur a besoin d'une aide à la toilette, s'il fait venir une infirmière ou un service de soins à domicile, cette aide à la toilette va être prise en charge par la sécurité sociale. Je ne vous parle pas d'une aide à la toilette médicalisée où les gens sont complètement alités avec des pansements, avec des escarres. Je vous parle vraiment accompagner une personne dans sa salle de bain. Elle peut marcher encore, elle a besoin qu'on s'assure qu'elle ne tombe pas, elle a besoin qu'on lui frotte le dos, qu'on l'aide à s'habiller. Enfin, donc cette toilette-là sera prise en charge par la sécurité sociale si elle est réalisée par un service de soins ou par une infirmière. Si c'est nos équipes qui la réalisons, et c'est très souvent le cas, par exemple, je pense à des gens qui ont une infirmière du lundi au vendredi ou un service de soins du lundi au vendredi, mais ce service, parce qu'ils sont quand même bien submergés, n'est pas dispo, on va venir le samedi, le dimanche, et là, au mieux, cette toilette sera prise en charge dans le cadre des plans d'aide, au pire, elle sera à la charge des gens. Donc là, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. D'autant qu'en fait, il est préférable à chaque fois que c'est possible de ne pas multiplier le nombre d'intervenants différents auprès d'une seule et même personne et que si l'auxiliaire de vie peut faire en toute sécurité, et là, ça rejoint aussi la montée en compétences dont parlait Franck tout à l'heure avec un certain nombre de formations, et ben, c'est super que ce soit une seule et même personne qui accompagne sur cet ensemble de tâches de la vie quotidienne. Et ça permet aussi à l'auxiliaire de vie d'avoir moins de temps de déplacement. Enfin voilà, tout un tas de... Donc moi, vraiment, je suis très, très attachée à ce qu'un jour, l'auxiliaire de vie puisse devenir... Elle est déjà en réalité dans les faits, mais personne nous tous autour de cette table, bien sûr, on en est bien convaincus, mais en réalité, dans la représentation du grand public, ce n'est pas encore bien compris. Elle est le premier professionnel de proximité d'aide de soins, elle a un rôle de prévention assez incroyable. Ces agents réalisent un boulot de prévention. Imaginez ce qui se serait passé si pendant le premier confinement, personne ne s'était rendu auprès des personnes que nous accompagnons. Enfin, ça aurait été un désastre. Donc, voilà. Et c'est vrai que moi, pendant toute cette crise, je croyais que bon, là, c'était très compliqué de fonctionner, on n'était pas dans les radars et tout ça, mais au moins, quand on en sortirait,
les choses changeraient. Et en fait, j'ai quand même eu le sentiment assez rapidement que si on ne se manifestait pas davantage, voilà, on retrouvait nos petites habitudes. Avec même des salariés verbalisés pendant le confinement, tu m'expliques? Oui, parce que la population, finalement, elle ne sait pas tellement ce qu'on fait. Donc, en fait, les auxiliaires de vie étaient dans les rues. Et donc, moi, j'ai accompagné plusieurs auxiliaires de vie à contester leur PV parce qu'elles s'étaient fait verbaliser par des policiers. On a eu beaucoup de mal à faire accepter les enfants des auxiliaires de vie dans les écoles. Enfin, parce que les gens nous identifient ils ont l'impression qu'on fait des petites courses, du ménage, mais que finalement, les situations sérieuses, elles sont en EHPAD. Or, en fait, les personnes que nous accompagnons, ce sont les mêmes à domicile. C'est des situations tout aussi j'aime pas le mot, mais j'en trouve pas d'autres, tout aussi lourdes, tout aussi qui utilisent en tout cas beaucoup de compétences et de soins. Et pourtant, le traitement fait aux professionnels du domicile n'est pas le même qui est fait aux EHPAD. Et moi, c'est vraiment, ça m'embête, cette histoire où on nous divise tout le temps. On nous a d'abord divisés avec nos collègues des EHPAD. Ils ont été éligibles au Ségur de la santé et pas le domicile, même pas les services de soins à domicile. Alors, c'est en train de s'arranger, mais en tout cas, pour le moment, ils ne sont pas dans le Ségur de la santé. Donc, une première division aussi sur la prise en charge du matériel de protection, hein, que nos amis des EHPAD, et c'est normal, ont obtenu le matériel pour protéger leurs salariés. Ça a été financé par l'ARS. Pareil, ils ont accès beaucoup plus facilement à tout ce qui était test, à tout ce qui était vaccination. Le domicile, c'est toujours un combat. Depuis le 30 septembre, il n'y a plus de dotation État, donc on fait comme on peut pour financer ce matériel. On a dû batailler pour obtenir des places vaccination. Enfin, voilà. Donc déjà, une première division entre les professionnels du grand âge, qu'ils interviennent en établissement ou à domicile. Maintenant, ça ouvre. Je suis trop bavarde. Non, mais merci, Lafta. C'est pas que je suis trop bavard, c'est intéressant, mais le temps est notre ennemi commun. On le voit, il y a des vrais enjeux. Et là, je pose la question très rapidement à Nicolas pour revenir après sur Antoine et avec Antoine et Franck. Des vrais enjeux de création de valeur, notamment dans le suivi des parcours des salariés. Alors, tu m'expliquais formation, fidélisation des talents, savoir-faire numérique. Là, c'est autour de tout ça que sont en train de se construire les leviers de la création de valeur de demain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est sur des métiers à très forte composante humaine, hein, donc c'est ce qui fait la richesse, mais aussi la difficulté de nos métiers, dès lors qu'on commence à se développer et qu'il faut arriver à structurer, à mettre en place des process, à essayer d'homogénéiser les pratiques. De mon point de vue, les trois sujets qui vont vraiment permettre de créer de la valeur, soit en termes de valorisation des métiers, d'amélioration des conditions de travail, d'amélioration de l'offre de service ou de gain de productivité, de meilleurs coordos, il y a de façon un peu évidente tout ce qui est relatif à la formation. Et donc, on est plusieurs à avoir vraiment investi le terrain de la formation. Et donc, pour nous, il y a un besoin assez important de financement des actions de formation, puisqu'on se retrouve effectivement à un stade où, en gros, le marché va faire x2 sur les 10-15 prochaines années. Et il y a quasiment la moitié des salariés de la branche service à la personne qui, sur la même période, vont partir à la retraite. Donc, en gros, il va falloir qu'on arrive à attirer et à créer des vocations, et on va se retrouver un peu confronté. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, je pouvais dire je recrute que du qualifié, diplômé, expérimenté. Objectivement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on va recruter des personnes qui ont évidemment toutes les qualités humaines nécessaires à ce métier, mais ça va être à nous, acteurs du secteur, de les former, de les faire évoluer, de les faire monter en compétences. Donc, premier sujet, formation. Madame Muller me dit sur les questions qu'on reçoit, et ceux qui ont des compétences, on les refuse parce qu'ils ne sont pas diplômés AES pour intervenir auprès d'un public fragile après 20 ans d'expérience. À quand les compétences plutôt que les diplômes? Alors, il y a les diplômes et il y a l'expérience. Hein. C'est-à-dire que nous, et je ne pense pas être le seul, depuis longtemps, au départ, on disait
CV ou minimum 3 ans d'expérience. Donc, s'il y a 20 ans d'expérience, on valorise l'expérience et il y a des parcours de validation des acquis de l'expérience. Donc, la VAE a toujours fonctionné. Là, je parle vraiment de profils qui n'ont jamais travaillé dans le secteur. C'est-à-dire que demain, on va devoir recruter des personnes qui n'ont ni diplôme ni aucune expérience. Donc, effectivement, il y a le souci du diplôme, hein, il y a le souci de l'accès au diplôme, et ça, c'est pas nouveau avec des personnes qui ont travaillé pendant des années. Nous on demandait 3 ans minimum, mais alors après, ça dépend de la technicité de l'intervention. C'est-à-dire que nous, on est quand même, on a une responsabilité, des toilettes un peu alitées, complexes. Voilà, il est évident qu'on va être très regardant et vigilant, et on est contrôlé, c'est normal. Mais pour démarrer sur des prestations d'aide ménagère, on peut commencer là-dessus et puis faire des bilans de compétences et faire évoluer les personnes. Mais effectivement, la VAE, ça c'est un sujet qui est pas nouveau, et beaucoup de salariés et c'est l'une des problématiques de valorisation des métiers, c'est que beaucoup de salariés de ce secteur ont de l'expérience, ont travaillé pendant des années, mais n'ont pas de diplôme alors qu'ils devraient en avoir. Donc ça, le sujet, effectivement, doit être traité. Franck souhaitait, je crois, aussi intervenir sur ce sujet. Oui, non, c'était pour dire, non, mais ça rejoint ce que vient de dire Nicolas, hein. Mais c'est de dire, en effet, aujourd'hui, par exemple, si on prend un différentiel assez simple, hein, c'est une aide-soignante, elle a, pour l'éducation nationale, le même niveau qu'une auxiliaire de vie. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, une aide-soignante, puisqu'on a fait le calcul, en dotation, elle est financée à 33 €. Donc, une auxiliaire de vie qui est financée à 20 €, ça veut dire qu'en gros, on la considère à diplôme égal comme valant 50% de moins. Donc, c'est évidemment essentiel de construire des parcours. Là, en ce moment, en fait, du fait de la crise et de la montée du chômage, il y a un certain nombre de structures qui se mobilisent pour justement travailler sur la reconversion de salariés qui ont été touchés par la crise de manière extrêmement importante, typiquement hôtellerie, restauration, voilà, pour justement créer des passerelles vers nos métiers. Donc ça, c'est super. En revanche, c'est vrai que si on attire des gens et qu'au bout de 6 mois, ils s'en vont, parce que du coup, ils découvrent des conditions de travail extrêmement dégradées, des niveaux de rémunération qui sont un tiers, parfois la moitié de ce qu'ils avaient avant, bah, c'est sûr que, OK, on va arriver à les employer dans un premier temps, mais ils repartiront aussi vite dès que leur secteur il repartira à la hausse. Antoine Grézeau, en rallumant le micro également, on est vraiment sur les dernières minutes. Le micro a été coupé, Antoine. Hop, je vais demander la réactivation. Est-ce que le micro va revenir? C'est bon. D'accord avec ce qui vient d'être dit. Puis une autre question, on fête votre anniversaire cette année, non? Non, mais forcément, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit. Et je fais juste observer que la manière dont on parle, on n'a pas attendu non plus le confinement pour saluer le travail de nos salariés, et on en parle avec la même passion que quiconque. Voilà. Donc, quand on entend Daphna, Nicolas et Franck parler de leurs salariés qui leur donnent vraiment la plus-value, on en parle avec autant de passion et on les coucoune, on les materne de la même manière. Donc, nous ne sommes pas des esclavagistes en la matière. Ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Bien, ouais. Et oui, tout simplement, en fait, nos 25 ans cette année, mais Nicolas en a parlé, hein, c'est les 25 ans du secteur. Et je pense qu'en septembre, on aura plein d'autres occasions de se retrouver et surtout en présentiel de célébrer les 25 ans de la FESP et aussi les 25 ans du secteur. Donc, j'espère qu'on n'aura pas des mauvaises nouvelles à ce moment-là. Ça sera à Cannes à la fin de l'année, j'y reviendrai. Et solidarité domicile, on en a parlé ou j'ai zappé? Eh ben non. Non. Alors. Et Franck, Nicolas et moi, on est très, très déçus. Donc, on demande une séance de rattrapage parce qu'il nous faut moins. Non, on a le temps. Franck, vas-y, c'est toi qui as l'initiative. Vous avez les trois. Alors, juste une petite remarque, le CINERPA est un peu plus jeune que la FESP. Nous, on fête nos 20 ans cette année. On a notre congrès très prochainement, mi-juin. Donc voilà, on est le petit frère de la FESP. Au Palais des Congrès. De Paris. Yes. Et je vous engage à regarder la vidéo de Florence Arnez-Momé qui descend tel Tom Cruise une grue pour investir le Palais des Congrès. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur solidarité domicile? Vous avez les 3 VRP de solidarité domicile. C'est bien ça, mais qu'est-ce que vous nous vendez? Voilà, ça c'est fait.
Vas-y, Franck, vas-y. Pour faire rapide, hein. Solidarité Domicile, c'est une initiative et aujourd'hui, c'est une association au conseil d'administration duquel il y a les principales fédérations, en effet, qui est d'ailleurs totalement ouverte en termes de gouvernance, puisqu'on attend, il y a un certain nombre de fédérations, par exemple associatives ou publiques, qui peuvent venir et qui seront accueillies à bras ouverts. L'objectif de cette plateforme, c'est typiquement, alors là, pour des problématiques très court terme, en prévision, par exemple, des congés d'été, il y a toujours des tensions extrêmes en termes de personnel. Et en effet, la plateforme permet de se remplacer entre structures. Et donc, si une structure se retrouve coincée pour assurer la continuité de ses interventions, de pouvoir faire appel de manière géolocalisée et ultra simple, en gros en 3 clics, de trouver un salarié d'un confrère qui va lui prêter son salarié le temps d'assurer la continuité de service et le temps de retrouver par elle-même un autre salarié, ce qui est d'autant plus important au vu des tensions qu'on connaît, puisque du coup, moi, pour Exilife, on faisait la stat hier, hein, justement, 900 annonces d'emploi postées le mois dernier, 700 CV. C'est-à-dire on a moins d'un CV aujourd'hui par offre d'emploi. Ça montre bien la tension, hein, qu'il y a sur nos métiers. À titre de comparaison, on était entre 7 à 8 il n'y a même pas un an. Donc en effet, on commence à sentir les effets que décrivait Daphna de division du secteur et de tension. Et dans une logique où, enfin, moi, mon combat personnel, c'est de ne pas finir en EHPAD. Très sincèrement, je préfère aller en Suisse et en finir que d'aller dans un EHPAD. Donc, du coup, mon combat personnel, c'est de faire que, exactement comme le disait Daphna tout à l'heure, mettre en place des structures qui vont permettre de pouvoir accompagner, y compris des personnes extrêmement dépendantes. Et aujourd'hui, on le fait. Hein. Aujourd'hui, dans nos bénéficiaires, on a des gens qui sont tétraplégiques avec des traumas crâniens extrêmement complexes à gérer et qu'on arrive à gérer. La problématique, c'est juste une problématique de financement et c'est juste une question de priorité gouvernementale pour arriver à amener les gens à vivre une vie normale, ordinaire, au milieu de leurs concitoyens, à pouvoir voter, voilà, même quand ils sont dépendants. Et le fait qu'ils puissent voter, ça devrait interpeller un certain nombre de politiques là, qui vont se présenter devant les citoyens, parce que le jour où justement les personnes dépendantes ne seront plus confinées dans des EHPAD d'où ils ne sortent jamais, hein, comme le disaient les Eagles dans Hotel California, on sait quand on rentre, on ne sait jamais quand on sort. En effet, à ce moment-là, la question pourra peut-être se poser, d'autant plus quand on aura peut-être un jour 30 à 40% de personnes âgées dans la population française et qui, elles, garderont leur carte de vote. Quelques mots, Antoine et Nicolas. Je ne sais pas si Nicolas, tu t'es exprimé peut-être, ou Antoine, sur le dispositif. C'est une bourse à l'emploi ? Pardon ? Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Bourse à l'emploi, c'est ça ? À peu près, c'est comme ça qu'on peut le résumer. J'aime beaucoup la référence à Hotel California sur les EHPAD de Franck. Oui, c'est complètement ça. Non, mais c'est quelque chose qui s'imposait à nous tous sans distinction pendant le confinement, parce que c'était vraiment quelque chose en tension, que je rappelle quand même qu'au même titre que les autres, nous étions quand même sur les sorties d'hospitalisation. Donc, il y avait des régions sur lesquelles il y avait une tension qui était énorme. Et cette solution de solidarité de domicile a fait ses preuves. Et la question qui s'est posée aussi à nous, c'est comment pérenniser cette intuition, cette bonne idée. Donc, c'est donner un cadre institutionnel, une association, où l'ensemble des fédérations privées sont là, mais elles sont, comme le dit Franck, ouvertes à tout le monde. Et le but, justement, c'est de donner une solution qui convienne à tout le monde et surtout aux dirigeants de structures associatives, entreprises, aux départements, aux bénéfices des bénéficiaires. Et juste pour donner un ordre de grandeur,
parce qu'effectivement, c'est un vrai succès et ça montre que quand on travaille à plusieurs fédérations, on est capable de surmonter des difficultés extrêmes. On a aujourd'hui plus de 600 structures qui sont inscrites sur l'ensemble des départements français, avec aujourd'hui, à l'instant T, là, 6500 salariés qui peuvent servir de remplacement, y compris dans les EHPAD. Vous le savez, on est bons joueurs, hein. Mais y compris dans les EHPAD. Et d'ailleurs, l'essentiel des remplacements qui ont eu lieu pendant les confinements ont été faits au profit de nos confrères avec des murs. On doit enchaîner sur un merci beaucoup. Hashtag Silver. Pardonne-moi juste de dire quand même que ce qui est important, c'est d'être dans le choix des gens et qu'il y a quand même des gens qui choisissent d'aller dans des EHPAD et que c'est quand même un peu dommage de nous opposer les uns aux autres comme ça. Ce qui est important, c'est d'être dans le choix des gens. En tout cas, le choix à Franck, on l'a entendu. Oui, mais ouais, on ne t'enverra pas dans un EHPAD, Franck. Je parlais de mon choix et je ne l'imposerai à personne d'autre. Néanmoins, aujourd'hui, les stats sont que 90% des gens ont à peu près le même choix que le mien. Et faisons en sorte que ce soit possible. Moi, vous écoutez à chaque fois, de 6 mois en 6 mois, vous êtes tout le temps d'accord sur tous les sujets. Je peux en dire plusieurs partis politiques. Donc, ils sont tous d'accord et qui cherchent quand même un chef. Je ne sais pas si un jour on aura cette grande… On va trouver des points de clivage pour les 6 prochains mois, t'inquiète pas. On gère les clivages pour les 6 prochains mois, d'accord. Rendez-vous pour une session clivage. Nicolas ? Oui, juste merci Antoine et Franck pour ces précisions sur Solidaire à domicile. Deux points. Alors, le premier point, c'est que je pense que ça illustre que finalement, encore une fois, moi j'essaie de trouver le positif dans cette crise. On n'a jamais été aussi coopératif, collaboratif et que depuis la crise. Donc, quelque part, la crise a eu le mérite de nous rapprocher, de nous souder. Et donc, on essaie de mutualiser les moyens et de s'entraider. Donc, finalement, voilà, solidarité, ça dit bien son nom. On a été parce qu'on est concurrents, mine de rien, mais voilà, on a été assez solidaires entre nous. Donc, on essaie de se dépanner. Le but est dans l'intérêt vraiment des publics pris en charge et des salariés. Et puis, alors, il y a aussi un autre objectif sous-jacent à Solidaire à domicile, c'est de faire un véhicule commun qui permette d'obtenir les financements nécessaires à la digitalisation du secteur et à la transformation numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que super, c'est génial, il y a plein de budgets qui ont été débloqués pour accélérer le numérique en santé, mais on ne voudrait pas que le domicile soit le parent pauvre. On veut aussi, nous, en fait, être pleinement intégrés à la chaîne de valeur et avoir les moyens de vraiment moderniser nos outils, nos process et se digitaliser. Voilà. Okay. Il y a un site internet ? Solidarité domicile ? Oui, solidaritédomicile tout attaché.fr. Eh ben voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup. Rendez-vous à Cannes, Palais des Festivals de Cannes en décembre avec toutes les fédés, et puis plus largement tous les acteurs des services à la personne et de la Silver Economy. Encore une fois, merci Daphna, merci Franck, merci Antoine et merci Nicolas. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On est super en retard, j'ai l'impression d'être un animateur radio. Et je dois enchaîner sur un autre Zoom, donc on va couper. Bertrand de la régie, c'est quand tu veux. Merci, ciao. Merci, bon courage Jérôme, à bientôt.